La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Arthur Poré à Volta. À Volta, c'est quoi? C'est une banque d'affaires? Comment vous vous définissez? Ouais, déjà merci beaucoup de me recevoir. Très heureux d'être ici. À Volta, c'est une banque d'affaires. Donc une banque d'affaires, c'est quoi? On fait du conseil. On conseille des entrepreneurs dans des opérations de capital qui sont des opérations de levée de fonds, de M&A, de LBO. Donc en général, le moment où l'entrepreneur passe une étape importante, disons, de son voyage. Et nous, on est là pour les accompagner dans ce moment-là. Génial. Et on se faisait la réflexion avant d'enregistrer, et c'est pour ça que je suis très heureux de t'avoir, que ça fait 10 ans qu'on se connaît, via un échange LinkedIn, et donc le temps passe. Toi, peut-être pour introduire un peu l'objet de ce podcast, on est début janvier, c'est une semaine où il y a 3-4 études qui sortent sur un peu le bilan 2024 de ce qui s'est passé dans la tech française. Donc il y a celui d'EY, il y a le vôtre, celui de 20VC, d'Alexandre Dewez. Le but, c'est de faire le bilan, d'évoquer un peu les secteurs dans lesquels il y a eu beaucoup d'investissements, d'évoquer les exits, les multiples, et que tu nous décortiques un peu tout ça. Mais avant d'en arriver là, si tu veux bien, moi je suis très preneur d'avoir peut-être une touche personnelle sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené justement en banque d'affaires? Je sais que t'as cofondé ou t'as rejoint Avolta en étant quand même assez jeune, à la fin de tes études, c'est ça? Ouais, exactement. Écoute, moi je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc je me voyais pas faire autre chose qu'être entrepreneur. Après, au moment où je suis sorti d'école, j'ai eu plusieurs projets, plusieurs pistes. J'avais fait un peu de banque d'affaires, j'étais passé à la BNP en M&A. Et c'est un truc qui m'avait plu, mais pas du tout dans le cadre de la BNP, quoi. Le truc hiérarchique, c'était pas du tout mon kiff. Et j'ai rencontré un peu par hasard, donc mon associé d'aujourd'hui, Philippe Rodriguez, fin 2012, au moment où on a commencé à créer Avolta. Et lui venait de vendre sa boîte. Il avait levé pas mal d'argent d'ailleurs avec sa boîte. C'est une boîte qui s'appelait Mix Commerce, qui faisait du e-commerce délégué. Et il a vendu au groupe La Poste. Il avait fait appel à des banques d'affaires. Il connaissait un peu tout ce petit jeu-là. Par contre, il avait pas fait de M&A. C'était pas un gars. C'est pas un mec dont la qualité principale c'est de faire du PowerPoint ou de l'Excel. C'est un entrepreneur. Il est très entrepreneur, très business, très réseau, machin. Et du coup, un peu par hasard, parce qu'on se connaissait de réseau, etc. Il m'a dit, mais tu veux pas, toi t'as fait un peu de M&A. Est-ce que tu veux pas m'aider à structurer un peu tout ça, qu'on essaye d'en faire un truc qui tourne un peu mieux? Parce qu'il y a plein de gens qui venaient le voir en lui disant, est-ce que tu peux m'aider, machin. Et oui, l'écosystème était beaucoup moins structuré qu'aujourd'hui finalement. Lui, pour te dire, je sais plus combien il avait levé. Il avait peut-être une dizaine de millions en tout, mais c'était près 2010, toi, c'était peut-être 2008. Oui, donc 2007, ce qui à l'époque correspond à une levée de 50 millions aujourd'hui. Ouais, au moins, c'était la licorne des années 2000. Et donc il y a plein de gens qui venaient le voir, etc. Et je l'ai rejoint à ce moment-là un peu par hasard. Je faisais ça plutôt le week-end parce que j'avais d'autres projets qui n'avaient rien à voir, qui étaient autour de la bouffe, donc très très différent de la banque d'affaires. Et finalement ça s'est développé et j'ai décidé de dédier tout mon temps là-dessus à partir de 2012. Donc j'ai effectivement cofondé Avolta, qu'on a commencé en 2012, qui a pris une vraie forme à partir de 2014. On s'est dit qu'on allait en faire un vrai business. Ouais, et je crois même que il y a quelques années vous êtes adossé à un acteur européen pour répondre à vos ambitions et peut-être aussi apporter une expertise beaucoup plus globale à vos clients finalement, c'est ça? Ouais, il y a un peu plus de 2 ans, maintenant 2 ans et demi, on a fait rentrer à notre capital une autre banque d'affaires qui s'appelle Alantra, qui est d'origine espagnole, dont l'headquarter est à Londres aujourd'hui, qui a 600 banquiers dans le monde, c'est une grosse machine. Et pourquoi on l'a fait? C'est effectivement, on avait beaucoup grandi, puis on était à une étape dans la vie d'Avolta où on s'est dit, il faut qu'on aille à l'international, il faut qu'on fasse plus d'international, il faut qu'on se développe, il faut qu'on ait des personnes localement aux US, au UK, là où la tech se passe finalement. Et on avait le choix entre le faire nous-mêmes, ça nous aurait pris probablement 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, ou se faire accompagner, faire entrer de capital en Alantra. Et voilà, et aujourd'hui quand on pitch ou on accompagne des clients
qui ont une certaine taille, tu vois, des boîtes de software qui font 20, 30, 50 millions d'ARR, qui sont développées à l'international, dont les acquéreurs, investisseurs sont tous internationaux. En fait, ça fait vachement de sens pour nous de répondre à ces appels d'offres de manière collective avec nos associés et en mettant tout de suite dans la boucle des gens aux US, des gens au UK. Et encore une fois, ça nous aurait pris au moins 10 ans, si pas plus, de faire ça. Donc, c'était un gros accélérateur pour nous. Génial. Bon, si on rentre dans le vif du sujet, donc moi, j'ai lu ton rapport et les autres. Déjà, moi, je suis curieux de savoir à quel moment vous faites ces rapports. Donc, fin d'année, c'est comme tu dis, les soirs, les week-ends. Combien de temps ça vous prend parce que vous le faites depuis 10 ans. Et moi, c'est un peu mon livre de chevet. C'est le genre de rapport que je recommande à tous les étudiants que je forme à Sciences Po sur les sujets start-up levée de fonds. Donc, en tout cas, moi, il m'a beaucoup accompagné ces dernières années. Comment vous en êtes venu à créer ces rapports et comment vous faites ça? Écoute, il y avait un double enjeu pour nous. Il y avait un enjeu de bien comprendre l'écosystème. Et tu vois, on était un peu les nouveaux dans le game, et donc on avait besoin de mieux comprendre cet écosystème. Donc on le faisait un peu pour nous au départ, de bien comprendre. En fait, tu le fais pour tes clients, tu le fais pour tes prospects, tout ça. Et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on le ferait pas pour un public un peu plus large, pour nous, pour mieux comprendre, et puis ensuite de le diffuser de manière un peu plus large pour que tout le monde ait un peu cette compréhension. Et surtout à l'époque où on l'a fait les premières fois, c'était vraiment l'explosion des levées de fonds, des boîtes qui levaient 10, 20, 30, 50 millions. À l'époque, c'était énorme. En 2015, c'était vraiment des très grosses levées. Après, ça a continué à grossir. Et en fait, il y avait quand même une sorte de décorrélation entre ce qui était annoncé dans les médias, les méga levées, les très grosses boîtes, machin, et la réalité du marché. La réalité des valorisations, la réalité des multiples, parce qu'on parle que des très gros trucs, mais on parle très rarement des petits trucs, ou des trucs qui ratent, ou des trucs qui se font pas, qui vont pas jusqu'au bout. Et nous, on a essayé de donner un peu de donner un peu de réalisme, et aussi que les attentes des deux côtés, c'est-à-dire des côtés entrepreneurs et côté investisseurs ou côté acquéreurs, arrivent à se rejoindre, parce qu'on arrivait souvent dans des cas où en fait les attentes étaient complètement délirantes de la part parfois des entrepreneurs. Ce qui est embêtant quand t'es un intermédiaire en plus comme à Volta. Bah ouais, notre but c'est que faire que les gens s'entendent et évidemment défendre nos clients, mais aussi faire qu'il y ait un deal. Donc si tu pars de trop loin, t'arrives pas à faire un deal. Et donc pour nous c'était un peu ça le but de tout ça. Et puis après c'était aussi pour nous l'opportunité de communiquer. Enfin en tout cas on l'a développé au fur et à mesure comme une opportunité de communication qui nous a différenciés sur l'écosystème. Génial. En tout cas, si tu es ici, c'est que vous l'avez très bien fait ces dernières années, et donc vraiment Merci. content de te recevoir. Qu'est-ce qu'il dit ce rapport sur l'état des lieux de la French Tech? Qu'est-ce qu'on doit faire retenir à nos auditeurs? Ouais, alors qu'est-ce qu'on doit retenir? Donc on vient de le sortir effectivement la semaine dernière. C'est notre rapport. On fait plusieurs types de rapports. Celui qu'on vient de sortir, c'est un rapport sur la France. On a d'autres rapports qui sont sur un périmètre européen, etc. On pourra en reparler, mais celui-là c'est France, et on regarde toutes les opérations de levée de fonds et toutes les opérations d'exit, de vente de boîtes. On regarde les tendances et les multiples. Okay. C'est un peu ça le scope. Donc qu'est-ce qu'on voit d'un point de vue de tendance? On voit que l'année 2024 a été une année stable, un peu baissière. On arrive en levée de fonds à 7,3 milliards levés. Donc c'est une baisse quand même assez notable par rapport aux 8,8 milliards de levées l'année précédente en 2023. Donc il y a une baisse en levée de fonds, il y a une baisse en nombre de deals. Sur la partie exit, c'est un peu plus stable en valeur totale de deal. Le truc, c'est qu'il y a eu Neoen en toute fin d'année qui fait péter les scores. Ouais, bon, si t'enlèves ce deal-là qui fait plus de 5 milliards et demi, en fait, on fait une année qui est pas top, même en exit. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est que le nombre de deals, et en particulier sur le S2, il a tendance à fléchir de manière assez forte, voire très très forte. On est sur des diminutions de moins 30, moins 40%. Et sur les levées et sur les exits en nombre de deals. Ça, c'est un contexte géopolitique avec les JO, la dissolution, etc. Tu penses que c'est lié, ouais. Bah clairement, l'instabilité politique fait jamais du bien à l'investissement ni aux exits qui sont une sorte d'investissement quelque part des hackers. Donc l'instabilité politique est hyper mauvaise pour l'écosystème, c'est sûr. La concentration sur les JO pendant une partie de l'année, ça n'a pas été super non plus, forcément. Et donc, la concentration de tout ça fait que le S2, il est un peu catastrophique, honnêtement. La comparaison par rapport à d'autres pays européens,
Ça dit quoi? Ça dit que on performe pas très bien, clairement. Quand tu regardes ce qui se passe au UK, en Allemagne, l'Allemagne est repassée devant nous en termes d'investissement, de montant levé en 2024. On était devant eux en 2023, donc on fait un peu le yo-yo, hein, c'est une année sur l'autre. Peut-être en 2025 on passera devant, on verra. Et l'Angleterre a repris aussi un peu du poil de la bête, donc ils ont une croissance. Les US ont une très bonne croissance, ils sont à plus de 20% de croissance sur 2024. Et tous les autres pays en Europe, quand tu regardes le cumulé de tous les autres pays, c'est aussi en croissance. Donc on est un des seuls pays, si tu veux, en décroissance cette année. Donc ouais, l'image est pas terrible quand tu compares à ce qui se passe ailleurs en Europe. Et encore une fois, je pense que c'est aussi dû à des événements politiques et externes forts en 2024 qui n'ont pas aidé. Bien sûr, c'est une question de confiance. Les dirigeants prennent aussi des décisions par rapport à leur ressenti, leur instinct. Et, ouais, ça joue. T'as l'instabilité fiscale, évidemment, qui est un sujet. Enfin, nous, on traite pas mal de deals avec des hackers US. Ils ont qu'une peur, c'est que le communisme revienne en France et que voilà les taxes soient délirantes, etc. Donc ils sont frileux, clairement. Ils sont frileux. Ils viennent pour acheter, ils font plus gaffe, ils prennent plus de temps. Ouais, c'est un des points de l'étude. Tu indiques qu'il y a plus de 50% des acquéreurs qui viennent des US, c'est ça, sur les exits? Alors ça, c'est quand tu regardes le montant total. En fait, les plus gros deals sont faits avec des hackers US, ce qui paraît assez évident et qui a toujours été le cas et qui continuerait d'être le cas parce que les plus grosses boîtes sont aux US, donc elles rachètent les plus gros deals. Après, en nombre de deals, c'est plutôt français, quoi. C'est-à-dire que t'as plus de chances de vendre un hacker français, mais ce sera pas des très gros deals, quoi. C'est un peu ça tout dépend comment t'as structuré ta société. Nous, par exemple, notre thèse, c'est on finance des équipes internationales. On co-investit avec des fonds internationaux et en fait on fera jamais un dossier franco-français, donc pour le coup on rentre plus dans la typologie qu'on décrit. Si on rentre dans l'étude sur les secteurs clés qui restent le moteur, même s'il y a cette tendance baissière, on va essayer d'être optimiste. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi? C'est l'IA, la tech industrielle? Qu'est-ce qui domine un peu les levées de fonds sur l'année qui vient de passer? Ouais, clairement, 2024, c'est l'année de l'IA. Hein, quand on regarde, alors ça, pour le coup, c'est plutôt dans notre étude dite tech qu'on le voit particulièrement, mais au niveau européen, les investissements dans l'IA, c'est passé de 650 millions d'euros en 2023 à plus de 2 milliards en 2024. Donc croissance x3. Enfin bon, c'est assez dingue. Heureusement pour le marché et pour l'industrie que finalement on a cette vague de l'IA, sinon ça aurait été catastrophique. Oui. Après, enfin, quand tu regardes historiquement, c'est toujours le cas. T'as toujours des nouvelles vagues et qui tirent l'industrie, et puis t'as des vagues un peu plus matures qui sont baissières. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est toujours été le cas. Quand t'as eu le SaaS qui est arrivé, bah voilà, ça a été l'explosion, machin, parce que le SaaS c'était le truc nouveau. Maintenant, c'est l'IA. Ça va être probablement la deep tech. On va reparler le reste de la deep tech dans les prochaines années. Donc, c'est des cycles en fait, et c'est logique qu'il y ait toujours un truc qui soit la locomotive. Et puis que derrière soit un peu plus difficile, mais c'est assez impressionnant. Enfin, quand tu fais x3 d'investissement, c'est quand même assez marquant. Et c'est intéressant de voir que, bon, évidemment, quand tu compares ça à ce qui est investi aux US, c'est rien. Mais t'as quand même une bonne dynamique, t'as quand même quelques champions, et en France notamment, tu vois, des Mistral, des Poolside, c'est des boîtes qui ont levé en 2024 quasiment 500 millions. Tu te dis que ces gens-là devraient avoir les moyens d'être dans la cour des grands quand même demain. Donc ça, c'est quand même assez sympa de pouvoir se dire ça. Très clair. On parlait des US. Quel frein tu vois aujourd'hui dans toutes ces boîtes que vous voyez passer, lever, etc. sur l'expansion internationale des startups françaises? Nous, on appelle avec mon associé Augustin, Mathieu Stéphanie, etc. à une espèce de French Tech un peu 3.0. On trouve qu'effectivement l'écosystème a bien grandi ces dernières années, mais que y a un énorme enjeu à construire des équipes internationales dès le premier jour, à très vite aller se confronter au marché US et pas à faire la France, puis l'Allemagne, puis l'Angleterre, etc. De votre point de vue de banque d'affaires, et d'autant plus avec ce réseau international sur lequel vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce que doit faire un entrepreneur qui nous écoute demain pour réussir cette expansion internationale et assez rapidement? Ouais, là où je te rejoins à fond, c'est que, en tout cas dans le software, tu vois, ou dans ces grandes verticales, AI, software, etc., tu peux pas te permettre de rester franco-français, tu seras nulle part. Enfin, tu peux te permettre, mais il faut te dire que il faut pas lever de fonds, il faut être
dans un mode qui est plutôt un mode bootstrap, dans lequel ok tu fais une super boîte qui va faire peut-être 5 millions de chiffres, peut-être 10 millions de chiffres dans 5 ans, 10 ans, je sais pas combien de temps. Si tu détiens 100% de ta boîte et que tu la vends, bah tu vas pouvoir gagner pas mal de pognon. Donc ça peut être une trajectoire. Mais si tu te dis je veux accélérer, j'ai de l'ambition, je veux lever des fonds, etc. Il y a un marché à prendre. Tu peux pas te permettre de rester en France. En fait, il y a tellement peu d'exemples de boîtes de software qui ont réussi à devenir vraiment très gros en restant uniquement en France que ça fonctionne pas. Alors après, la difficulté d'aller aux US, c'est quoi? C'est d'aller aux US, d'aller à l'international, mais le marché premier, notamment quand tu es une boîte de soft, c'est évidemment les US. Les US, c'est une culture qui est hyper différente de la nôtre. Commercialement, d'un point de vue marketing, c'est des gens qui sont hyper agressifs, hyper forts commercialement, et nous, on n'a pas trop cette culture, ou c'est assez rare d'avoir cette culture, donc t'as quand même très peu de boîtes qui y arrivent parce que la culture est différente. Il faut des moyens quand même, évidemment, qui correspondent aussi à cette culture du commerce, et donc il faut des moyens qui sont très importants pour pouvoir compétir avec des boîtes qui, elles, localement là-bas, ont des moyens qui sont importants. Et voilà, et t'as tout cette, tu vois, le sujet des people, c'est un vrai sujet aussi. C'est-à-dire que là-bas, t'as des salaires qui sont 3-4 fois supérieurs aux salaires français ou européens, et donc t'as tous ces sujets qui sont un mindset, une culture différente, et y aller, c'est difficile. Réussir, c'est encore plus difficile. Mais quelque part, pour une boîte de soft, et on le voit dans les licornes françaises, toutes les très grosses licornes françaises dans le software, la plupart qui ont pu le faire, elles l'ont fait, quoi. Les Miracle, les Contentsware et compagnie, elles l'ont toutes fait. C'est plus ou moins des réussites parce que c'est super dur, évidemment, mais c'est la voie, si tu veux, à un moment donné, réussir. Le dernier truc, c'est qu'en termes d'exit, et on y reviendra après, aujourd'hui, les exits européennes, elles sont au point mort. En France en particulier, c'est le point mort du point mort. Et donc, si tu veux vendre ta boîte et si tu as l'ambition de vendre ta boîte à un montant élevé, aujourd'hui, le seul débouché qui est pérenne, c'est les US, c'est le Nasdaq, c'est le NYSE. C'est aussi un sujet, tu vois, parce que tu peux créer une très grosse boîte, lever des fonds, faire de l'ARR, machin et tout. Si tu restes en France, tu peux pas aller au Nasdaq, tu peux pas vraiment sortir. Et c'est un peu ce qu'on voit en ce moment sur le marché français, c'est-à-dire que t'as plein de très grosses boîtes qui sont plutôt françaises ou européennes parce que, tu vois, les Doctolib, Alan et tout, parce que c'est logique, leur territoire, c'est ça. Mais elles sont un peu bloquées, en tout cas pour l'instant, on n'a pas vu comment ça allait pouvoir se débloquer, parce que elles ont pas trop envie de ce côté à Paris, quoi. Ce qui peut amener des problèmes à certains fonds, je pense, qui ont plus financé les séries B, C, D, E de ces acteurs-là, où il n'y a pas de liquidité. Et donc, les LP, notamment institutionnels, les suivent sur 1-2 fonds, et puis à un moment donné, ils ferment le robinet parce qu'ils disent, nous, on est collés finalement dans ces gros acteurs-là, et il n'y a pas de liquidité. Oui, tu peux avoir de la liquidité avec des tours supplémentaires dans lesquels tu fais de la liquidité. Ça, c'est des choses qu'on voit en France. Ça reste pas la majorité, non? Tu le vois, franchement, sur des séries D, séries E, séries ça se voit. whatever. Tu vois, un Databricks, par exemple, aux US, ils devaient ou pouvaient ou voulaient aller en IPO. Finalement, ils se sont dit, on fait un tour de plus, on fait de la liquidité pour tout le monde, parce que probablement qu'ils auraient pas eu une valo au même niveau que s'ils étaient allés en bourse que s'ils faisaient un tour supplémentaire. Donc, il y a des tours, tu vois, il y a Alan qui a fait un tour cette année. Alors, je sais pas s'ils ont fait du cash out ou pas là-dessus, mais il y en aura encore. Il y a des gros invests qui ont ces capacités à faire ça. Donc, je pense que ça se résolvera, ce problème de liquidité, il se résoudra plutôt comme ça, qu'en allant en IPO à Paris, en tout cas, parce que c'est un truc qui est quand même assez compliqué à faire en ce moment. Dans votre rapport sur la deep tech, justement, vous expliquez que c'est un peu différent sur les deep tech et qu'on peut créer des champions sans cette marche un peu haute que tu as dans les entreprises software vers les US, etc. J'ai vu que vous aviez structuré chez Avolta une équipe deep tech. Pourquoi ? Il faut des compétences spécifiques pour les analyser, pour les accompagner. C'est Daniel, c'est ça qui gère ça chez vous, non ? Non, c'est en fait on est structuré, on a 4 associés maintenant côté digital et software que je dirige et 4 associés côté deep tech que dirige mon associé Philippe Rodriguez. Ah, c'est Philippe, OK. Et donc on couvre les deux univers, quoi, maintenant les deux grands univers tels qu'on les a définis. Et moi qui couvre que le software dans lequel il y a un peu d'IA, etc. Mais j'y capte que dalle à ce que font mes associés côté deep tech. Hein. Je suis incapable de te dire si une boîte de spatial elle est stylée, si une boîte de quantum c'est la prochaine super boîte, ou tu vois on est en train de finaliser un deal dans le nucléaire. Si c'est la bonne technologie, j'en sais absolument rien.
parce que j'ai pas l'expertise. Il faut quand même avoir Et tes associés, ils ont quel type d'expertise? C'est des ingénieurs, ils ont un bon réseau là-dedans et ils savent passer les bons coups de fil pour décrypter les dossiers qu'ils reçoivent, parce que finalement, ils sont un peu comme nous en tant que VC. Ouais, c'est vrai. Avant de prendre un mandat, votre challenge, c'est d'être capable de savoir si vous allez arriver à financer cette boîte, parce qu'une grosse partie de votre rémunération en banque d'affaires, peut-être pour les gens un peu plus jeunes qui nous écoutent, il y a un upfront, mais il y a un success fees. Ouais, donc vous, quand vous prenez un dossier, il faut quand même être sûr de clairement. Le business model, c'est principalement au success fee. Donc, on a souvent une avance au début, mais le gros, enfin, on vit pas avec les avances, malheureusement. Et donc, on doit réussir nos opérations pour que notre business y tourne. Sinon, ça sert à rien. Donc, on doit être sélectif, on doit comprendre les business et on doit comprendre si ce business-là, il va pouvoir lever de l'argent, si c'est un truc qui va tourner, etc. Et donc, en fait, oui, j'ai certains associés qui sont des ingés, etc., qui s'occupent de ça. Après, c'est plus une question de, nous, on n'a pas besoin de comprendre. Et c'est un peu le cas des VC aussi. On n'a pas besoin de comprendre dans le détail comment fonctionne chaque truc de la techno, etc. C'est le cas pour moi pour le software. Je suis pas un développeur, donc j'ai pas besoin de comprendre comment le software a été développé. Mais t'as quand même besoin de comprendre les écosystèmes. T'as besoin de comprendre un peu les différences, tu vois, à la louche entre les différentes technologies, dans les endroits où il y a il y a de l'intérêt, les endroits, enfin voilà, il faut comprendre les écosystèmes, comprendre un petit peu les technos. S'y intéresser. Donc c'est ce qu'ont fait mes associés qui sont eux sur la partie deep tech. Ça fait 4-5 ans maintenant qu'ils travaillent sur ce sujet-là. Et à force d'avoir fait des deals, et à force de s'être renseigné, et à force de travailler là-dessus, tu finis par comprendre les grandes logiques. Sans être un expert de chacun des sujets, tu comprends quand même les grandes thématiques. Et l'intérêt, c'est comme ils sont 4, ils s'occupent chacun un peu d'une grande thématique ou deux grandes thématiques dans la deep tech. Et donc voilà. Et comme nous, donc dans les grandes thématiques, t'as quoi? T'as du climat, t'as du spatial, t'as quantum, robotique, t'as des choses comme ça? Ouais, énergie, ça reste le gros sujet. Avec quoi? Avec des boîtes comme Electra, on salue les fondateurs, typiquement. Clairement. La mobilité, l'énergie, les nouvelles énergies, la distribution d'énergie, etc. Ça, c'est le plus gros sujet, les batteries, etc. On a beaucoup de choses là-dessus, évidemment. Le spatial, ça tourne fort, et surtout en Europe en ce moment, ça tourne vraiment pas mal. T'as le quantum, sur lequel il y a de belles opérations, notamment en France. Le nucléaire, sur lequel il y a aussi pas mal de choses qui tournent. Donc voilà, ça c'est un peu les grandes thématiques. Il y en a une qui est très pauvre en France, mais qui fonctionne mieux dans d'autres pays en Europe, notamment aux Pays-Bas, c'est les semi-conducteurs. Bien sûr. Alors nous, on a investi dans Encoding, donc c'est un sujet qu'on regarde de près. Mais c'est vrai que c'était une des rares équipes en France qui adressait ce sujet. Et donc on s'est dit non, ça peut être un champion, ça doit être un champion. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a investi avec Elaya et Early Bird, si je me trompe pas. C'est peut-être Elaya et Speed Invest. L'enjeu de ces boîtes-là en deep tech, une fois que tu as l'amorçage, c'est les tours d'après, parce que finalement, l'amorçage, il y a aussi de la sub, il y a des concours iLab, enfin, il y a plein de choses qui sont faites en France pour soutenir, et c'est un des vrais axes, notamment de la BPI, qui soutient ce pan de l'industrie. On voit moins d'investisseurs dans les phases late stage. C'est un risque pour toi? Ouais, alors pour revenir sur la partie early stage, quand tu regardes un peu en arrière, à 4-5 ans en arrière, la deep tech, ça n'existait pas. Tout simplement parce que la BPI avait pas mis en place ce système de financement par prêt, par subvention, via les fonds, etc., pour investir dans ces écosystèmes-là. Donc en fait, quand tu regardes, c'est assez marrant, 4-5 ans en arrière, il y avait deep tech, c'était zéro. Mais zéro, il y avait rien, quoi. Rien du tout. Donc depuis 4-5 ans, il y a vraiment cette dynamique qui est assez propre à la France, finalement, d'un écosystème d'investissement public très fort et de volonté publique très fort là-dedans. On espère que ça va se poursuivre. On verra ce qui se passe là-dedans. Mais et en tout cas, ce qui explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas si mal en France sur la deep tech, effectivement. Maintenant, le sujet, c'est que à un moment donné, les boîtes, elles doivent voler de leurs propres ailes. Et le truc, c'est que tu finances pas du software, de l'intangible, où une fois que tu as fait le code, ok, tu dois le faire évoluer, mais globalement, le plus dur est fait. Là, dans les deep tech industriels, tu crées d'abord un prototype, ensuite tu crées une usine pilote, ensuite tu crées une vraie usine, tu refais d'autres usines, et en fait, ça rajoute des niveaux de complexité qui sont juste énormes. Donc déjà, pour moi, c'est des sujets qui sont quelque part beaucoup plus complexes que ce que je traite moi, le software. Et le taux d'échec de réussir toutes ces étapes
il est à mon sens peut-être un peu plus élevé. Bien sûr. Et on le voit d'ailleurs, il y a eu quelques exemples d'échecs, notamment en Europe en 2024 avec les INSEC, avec les Norvolt, qui montrent la difficulté quand même de monter une usine, quoi. Finalement, c'est ça ce qu'on se dit. Même si en France et en Europe, en France en particulier, il y a une vraie culture de l'industrie, et donc je pense que c'est une vraie force aussi ça pour les jeunes pousses en France. Il y a une vraie expertise en France quand même sur ces sujets industriels. Le truc, c'est que il y a peu d'investisseurs quand même dans les phases. Déjà, il y a les investisseurs, ils sont assez spécialisés quand même. T'as des investisseurs qui investissent dans le software et d'autres qui investissent dans la deep tech. Et en général, il y a assez peu qui font les deux, même s'il y a des trucs qui évoluent. Mais t'as quand même des experts de chaque côté. Et sur la deep tech, t'as quand même assez peu de gens qui font de la deep tech, de l'investissement dans la deep tech sur des niveaux très late stage. Donc, t'as un moment donné où quand t'es une boîte deep tech et que t'as fait ta série B, bah, ta série C, t'es un peu à poil, parce qu'il n'y a pas grand monde, en fait, qui peut venir. Et le truc, c'est que, si à ce moment-là, t'as toujours pas prouvé vraiment ton modèle, t'as pas prouvé que t'es capable de commercialiser, t'as pas prouvé que tu fais du chiffre et tout, et que t'es encore en mode comme Insect, où t'as fait une usine, mais en fait, il y a rien derrière, il y a pas de chiffre, il y a que dalle. En fait, les investisseurs, ils disent non, on n'y va pas. Oui, et là, c'est la traversée du désert. Et là, ça peut être un peu dur. Je te prenais le cas de Medincell, qui est un ovni, sans jeu de mots, mais on les connaît très bien. Christophe Doua, qui est le CEO. Et moi, je bosse depuis quasiment 10 ans avec Danae Géraud, qui est l'ancienne CFO. Et tu sais que j'ai une affection particulière pour toutes les boîtes qui viennent de Montpellier. On regardait leur trajectoire ensemble. Ils ont fait x4 en valo en 5 ans, alors que 90% des IPO français ont une valo inférieure à leur valo d'entrée. Là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez en tant que banquier d'affaires? C'est que la voie de l'IPO en France, elle est trop compliquée. C'est que les investisseurs français sur le marché coté, ils n'ont pas une bonne compréhension des sujets, donc ils ont tendance à pas être assez patients. Et est-ce que tu crois que justement c'est quelque chose qui va porter préjudice aux deep tech qui finalement ont pas d'autre solution après la série B que de s'introduire en bourse et qui vont être malmenées, hormis si elles ont la trajectoire exceptionnelle qu'on connaît sur une boîte comme Medincell? Ouais, le truc, c'est Medincell ou Medincell, je sais pas comment on dit, à Montpellier. Ouais, on peut dire Medincell à Montpellier, et peut-être qu'à l'international, il dit Medincell. C'est vrai comment on dit. En fait, le truc, c'est que c'est une biotech, donc c'est un truc spécifique encore, la biotech, et c'est encore un cluster un peu à part, mais, en fait, le truc, c'est que quand tu rentres en bourse, t'es scruté, tout le temps, donc tu peux pas te louper. Ils t'annoncent des choses à l'avance, et au bout du quarter, t'annonces un truc pour ton quarter ou pour ton année, et le quarter d'après, on vérifie. Les gens vérifient ce qui s'est passé. Si t'as réussi ou t'as super-formé, bah, ton cours, il monte. Si t'as pas réussi ce que t'avais promis, ton cours, il dégringole. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que la plupart des boîtes qui rentrent, des boîtes tech qui rentrent en bourse, qui sont rentrées en bourse sur ces 6-8 dernières années, qui ont pour la plupart dégringolé, effectivement, c'est des boîtes qui étaient pas matures pour aller en bourse, et qui ont surpromis et qui ont rien délivré du tout derrière. Du coup, le cours de bourse s'effondre et ensuite t'es complètement collé, quoi. C'est-à-dire que si tu t'introduis en bourse à 100 millions et que ton cours il vaut plus que 10 au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, tu peux plus rien faire, quoi. Tu peux plus vraiment le sortir de bourse, tu peux plus investir, t'es foutu. Donc pour moi, le sujet numéro 1, c'est de la raison des échecs des IPO, c'est la non-maturité des boîtes. Aller sur le marché avec une boîte trop mature, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Et c'est une transition assez naturelle vers un des thèmes qu'on s'est dit qu'on aborderait, qui est celui des exits et des valorisations, parce qu'effectivement l'introduction en bourse peut donner de la liquidité, partielle ou totale, aux VC comme moi qui sont rentrés sur les tours d'amorçage. Dans votre étude, justement, vous montrez que les exits sont encore trop rares en Europe, qu'il faudrait peut-être donc arriver à plus se tourner vers les États-Unis et l'Asie. Est-ce que tu as quelques chiffres clés à partager? Qu'est-ce que vous avez en tête là-dessus? Ouais, écoute, donc sur les exits, ce qu'on voit au niveau de la France, prenons la France, c'est ce qui est dans notre dernier rapport, il y a à peu près 10 milliards d'euros par an, c'est la valeur totale des exits en France chaque année dans la tech, en gros. Donc, il faut imaginer que cet argent, bah, effectivement, il revient aux investisseurs
qui redonne ça aux LP d'une manière ou d'une autre, et puis ensuite c'est réinvesti par les LP, donc c'est une sorte de cercle vertueux. Le truc, c'est que 10 milliards, et en plus c'est 10 milliards, cette année notamment, où il y en a un deal de 5 milliards, donc en fait, si t'enlèves celui-là, les quelques heureux investisseurs qui ont investi là-dedans, t'as que 5 milliards à te partager entre tous les investisseurs. Toute cette valeur-là, quand tu la compares à l'argent qui est investi chaque année, c'est-à-dire, par exemple, cette année, 7 milliards 3, l'année dernière, quasiment 9 milliards, etc. En fait, tu te dis que ça fonctionne pas. Ça fait pas un super multiple, ouais. Les maths fonctionnent pas. C'est-à-dire que tu investis dans les boîtes chaque année une dizaine de milliards et t'en sors même pas une dizaine de milliards chaque année. Il y a un truc qui fonctionne pas encore dans l'équation. Alors, le truc, c'est que ça fait des années qu'on dit ça et que, en fait, c'est logique que l'année où tu investis 10 milliards, si tu es en croissance sur tes investissements, tu sortes pas 10 milliards cette année-là. Le temps que l'argent il fructifie, il te faut 5-7 ans d'investissement pour que ton truc, ta boîte, elle se développe et puis que tu puisses faire ton exit. Ouais, mais ce que tu dis, c'est qu'il faudra au moins 20 milliards quelques années après pour arriver à tracer entre les investissements Exactement. Qui ont été réalisés et les exits. Et ça serait la preuve d'un marché sain finalement. Ce serait un peu comme aux US. Ouais, ce serait un marché qui commence à tourner un petit peu. Aux US, effectivement, t'as des exits, des montants d'exits qui sont au moins sur des ratios à x2 par rapport au montant d'investissement, même parfois beaucoup plus que ça. Et oui, c'est ça le minimum. C'est-à-dire que si tu fais du 1 pour 1, ça marche pas. Ça marche pas. Si tu dis à tes LP, tu me donnes 1, je te rends 1 dans 10 ans, je pense qu'ils vont pas être super contents. Et ça, c'est le talon d'Achille de la France. Il y a d'autres pays européens chez qui c'est moins le cas. C'est ce que vous illustrez dans l'étude. Le truc, c'est que quand tu regardes en fait un écosystème qui tourne bien, et quand tu regardes les US en particulier, parce qu'évidemment c'est l'exemple à suivre, le premier exemple à suivre, en général, tu as à peu près 80 à 90% du montant total d'exit qui est lié aux IPO. Donc en fait, c'est les IPO qui rendent le plus d'argent. En France, on n'a pas débloqué ce truc-là. Je sais pas si un jour ça va être débloqué ou pas, mais en tout cas, à date, ça ne fonctionne pas. Il y a eu 0 IPO en 2024. Enfin, pas 0, il y en a eu 2, je crois. Mais c'est pour des montants ridicules. Donc, c'est quasiment le néant. Et donc, tant qu'on n'aura pas débloqué ce truc-là, on n'arrivera pas à atteindre ces montants de 20 milliards ou plus qui permettent de réinjecter l'argent dans l'écosystème et de faire que la boucle est bouclée. On l'a atteint une seule fois, c'était en 2021. On a à peu près 20 milliards. Et c'est l'année où il y a eu les IPO de Believe, d'OVH, etc. Et donc, on voit que c'est ça et ces IPO-là, en fait, en 3 IPO, ça faisait quasiment ces 10 milliards qui nous manquaient. Et puis 4 ans après, si tu regardes la valeur de ces entreprises, en plus, elles ont été chahutées par les marchés. Écoute, moi, en tout cas, je reconnais l'expertise et la qualité de tout le travail qui est fourni par Avolta. Je m'appuie dessus je m'appuyais dessus en tant que business angel. Je m'appuie toujours dessus en tant que VC. À titre personnel, toi, quel conseil tu donnerais à tous les auditeurs de ce podcast sur comment bien réussir une levée de fonds, comment bien réussir une vente, au-delà du fait d'être bien accompagné? Le premier truc, c'est que idéalement, quand tu montes ta boîte, il faut un peu regarder quels sont les secteurs qui sont porteurs, quoi. Donc aujourd'hui, si tu montes ta boîte, il vaut mieux faire une boîte d'IA, clairement. Après, si tu as déjà monté ta boîte et que tu es en développement, tu peux quand même réfléchir à si tu peux pas faire un peu d'IA dans ta boîte quand même, ça t'aidera certainement. Ouais, mais est-ce que faire de l'IA parce que c'est le trend du moment, si t'as pas un edge particulier, si t'as pas une team, c'est pas aussi aller là où il y a le plus de compétition, et est-ce que un bon entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui est à contre-courant, ou en tout cas qui quand l'IA explose, ça fait déjà 2 ans qu'il travaille dessus, tu crois pas? En tout cas, si tu veux, ouais, t'as raison. C'est peut-être un peu tard pour la vague d'IA. Je suis d'accord avec toi. Je connais pas la prochaine vague, donc je peux pas te le discloser en exclusivité. Je vais faire une confidence. Hier a été annoncée la cession de Pidio, enfin l'acquisition par le groupe Wire. Et j'ai discuté de ce dossier-là. Donc moi j'étais business angel dedans avec Pascal Mercier d'Ader il y a quelques années. Et tu vois, il m'avait dit on est un peu en retard sur le sujet qui était du file sharing, sur la vague de ce sujet-là.
Et tu vois, c'est un conseil que j'ai pas trop écouté à l'époque. Donc on s'en sort bien en tant qu'angel, mais ça a été 10 ans longs, douloureux, et on est arrivé finalement à adosser cette société-là. Et le CEO est finalement un des LP d'OVNI. Donc tu vois, on va dire que la sortie, l'adossement à l'industriel a été rendu possible par le réseau et un angel qu'il connaissait, etc. Ouais. Donc ça tient à pas grand-chose. Ah oui, c'est clair. Et donc, pour toi, la capacité d'un entrepreneur à lever demain à vendre sa boîte, c'est quoi? C'est des compétences? C'est un truc que tu apprends sur le tas? Il y a un playbook? Il faut commencer avec Avolta la levée et aller avec Avolta jusqu'au bout? Comment il faut faire? Et t'as pas une seule trajectoire, donc c'est ça qui est un peu difficile là-dedans. Je te dis, pour moi, il y a quand même deux grandes options quand t'es entrepreneur. Il y a une option qui est, je suis désolé, ça te fait pas de la publicité, mais qui est de faire du bootstrap, c'est-à-dire pas lever de fonds et développer ta boîte. Non, on est très à l'aise avec les boîtes bootstrap. On embrasse les gens du club bootstrap avec lesquels on fait des choses de temps en temps. Et il n'y a pas de souci. Ouais. Et donc, t'as cette voie-là quand même qu'il faut regarder, parce que comme je t'en ai donné l'exemple tout à l'heure, si tu développes une boîte qui au bout de 10 ans fait 10 millions d'ARR et que t'en détiens 100%, et on a pas mal de clients qui sont comme ça en fait, qui ont développé des boîtes qui sont rentables, font 10 millions d'ARR, font 3-4 millions d'EBITDA. C'est sympa. Enfin, tu te prends un gros chèque à la fin, t'es tout seul, t'as pas de préférence, machin. Donc c'est une voie qu'il faut envisager. Probablement pas sur des sujets deep tech quand même. Évidemment, que tu crées une usine tout seul, c'est sans argent, c'est un peu compliqué. Sur les sujets IA, c'est un peu compliqué aussi, forcément, parce que bon, tu vas être en compétition contre des très gros qui eux vont être méga financés, qui vont avoir levé des milliards. Donc c'est un peu compliqué. Par contre, t'as plein d'autres sujets sur lesquels peut-être que ça fait pas forcément du sens de lever beaucoup d'argent. Voilà. Après, sur tous ces sujets-là, c'est impossible de le faire sans argent. Il faut lever de l'argent. Il faut absolument le faire. Je pense qu'il faut bien s'entourer. Il faut bien se préparer. Il faut choisir les bons VC quand tu fais une levée de fonds et être en phase avec tes VC. Moi, je vois souvent ça aussi. Des entrepreneurs qui sont, après avoir fait leur série A, quand ils viennent nous voir, parce que nous on fait plutôt à part que la série B, etc. Ils sont plus en phase avec leurs invests. Et donc là, tu peux avoir un moment où c'est un peu bloquant. Tu veux plus faire la même chose. Il y en a qui veulent vendre, d'autres qui veulent continuer, d'autres qui veulent relever. Donc bien s'entourer, bien choisir ses investisseurs dès le départ, c'est assez clé. Le dernier truc que je peux te dire là-dessus aussi, c'est faut un peu faire gaffe à la valo, parce que la course à la valo la plus haute, c'est bien parce que d'un côté ça te dilue pas, enfin ça te dilue moins plus ta valo est haute. De l'autre côté, c'est vraiment si tu fais all-in à chaque fois, c'est-à-dire que si tu lèves à des valos qui sont déraisonnables, à des 20x, 30x, 50x, je ne sais quoi, l'ARR, si ça se passe pas aussi bien que ce que tu avais pensé au début et que tu arrives finalement pas à grandir autant, bah le truc c'est que tes investisseurs ils seront pas contents. Toi, tu auras une préférence au-dessus de toi qui va être énorme, et donc tu vas te faire écraser. Tes investisseurs, ils voudront vendre. Toi, tu vas te faire écraser. Et donc, à la fin, tu peux vendre parfois, nous, on voit des cas où des boîtes sont vendues à 20, 30, 50 millions, et les founders, ils touchent 0. Et ça, peut-être, c'est un des points que j'ai pas abordé, et désolé, dans ma conduite de l'entretien. C'est ce que vous observez, ce qui ressort dans votre rapport. C'est que finalement, si tu prends les 10 dernières années, les multiples de cessions, à quelque chose près, sont quoi? Entre 6 et 8 fois l'EBITDA, c'est ça? Alors, si tu regardes, t'as plusieurs manières de regarder, mais quand tu regardes au global le marché français, t'as un indice, l'Adis Argos là-dessus, qui sort des PME ou des petites boîtes. Le multiple médian, c'est 8-9 fois l'EBITDA. Ok. Donc ça c'est le truc, et puis c'est assez stable, ça monte, ça descend, mais globalement c'est assez stable. Donc ça c'est un peu le paradigme financier de base, c'est-à-dire conceptuellement, ça veut dire que quelqu'un qui achète, si tu fais pas trop de croissance et si tu t'améliores pas trop ta marge d'EBITDA, bah tu rembourses en gros ton investissement, et que tu fais pas de synergie, tu rembourses ton investissement en 8-9 ans. Bon, l'acquéreur, en général, il se dit qu'il va faire un peu de croissance, qu'il va améliorer la marge et potentiellement qu'il va faire un peu de synergie. Et donc, au lieu de rembourser sur 8-9 ans, il va rembourser sur 5-6 ans. Donc ça, c'est pour le monde de la finance normale, globale. Et puis, il y a les banques qui font ça, qui financent ça, blablabla. Dans le monde de la tech, il y a un truc un peu bizarre, un peu particulier, c'est qu'il y a plein de boîtes qui sont valorisées sur de l'ARR, sur du revenu, sur des choses qui sont pas des... Tu peux ne pas être profitable et être valorisé sur de l'ARR. Donc, conceptuellement, financièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu supposes que la croissance va être tellement importante
que finalement, à un moment donné, tes multiples d'EBITDA feront du sens dans longtemps, parce que tu auras fait tellement de croissance et qu'à un moment donné, tu redeviendras rentable. Et donc, tu fais ce pari à très long terme que la croissance va amener du profit dans le futur. Mais c'est quand même un stretch, quoi, tu vois, par rapport à la logique financière un peu basique. Mais c'est ce qui existe aujourd'hui dans le software. Quand tu regardes les boîtes qui sont cotées aux US, dans les indices, l'indice Bessemer ou les indices SaaS Capital, tu vois qu'en gros, les boîtes en ce moment cotées aux US, elles sont entre 6 et 7 fois l'ARR. Mais ça, c'est des boîtes qui font toutes plus de 100 millions d'ARR, qui sont en croissance, qui sont cotées, donc avec la liquidité, qui sont aux US, donc sur un marché qui est différent, etc. Donc toi, quand tu vends une boîte et que tu la vends 3-4 fois, et c'est un peu ça la médiane, tu vois, sur du software, etc., assez flat finalement historiquement, 3 fois, c'est pas si mal, parce que quand tu te compares à ce qui se passe aux US sur des boîtes géantes, machin, et qu'elles c'est 6 et que toi c'est 3, bah, finalement tout ça fait du sens quelque part. Donc la médiane c'est plutôt autour des 3 fois l'ARR. Okay. C'est ça qu'on voit de manière historique sur les startups. Et ça c'est en fait, t'as des boîtes qui se vendent beaucoup plus que ça, c'est clair. Ouais, donc ce que tu veux dire, c'est qu'aussi les investisseurs qui jouent le jeu de faire des rounds à 6, 7, 8 fois l'ARR, voire plus, ouais, prennent un énorme risque. En fait, là où le risque que tu prends, c'est qu'il faut que ta boîte, elle croisse de manière monstrueuse pour qu'ensuite tu rattrapes des multiples qui fassent plus de sens. Très clair. Si on essaye de conclure, ton meilleur souvenir en tant que banquier d'affaires à titre personnel, c'est quoi ? Écoute, un des souvenirs que j'ai, c'est un deal qui a été assez structurant pour moi et pour Avolta, qui a été la cession d'Anytime, qui est une néobanque pour les professionnels, donc un petit compto, beaucoup moins financé, que j'ai vendu à Orange. Et le truc, au-delà du deal qui était un joli deal pour nous, etc., qui a été un beau truc, c'est un deal qu'on a fait pendant le Covid. Et donc, c'est un deal sur lequel on a eu une offre juste avant le début du Covid d'Orange. On avait eu une autre offre aussi, mais c'était l'offre d'Orange qu'on avait acceptée. Évidemment, tout le monde a posé les stylos au moment où le Covid est arrivé, classique. Et finalement, on a mis un peu plus de 6 mois pour le déboucler. Et au moment où on l'a débouclé, on était dans la deuxième vague de Covid. Donc, j'étais reclus en Bretagne, chez moi, avec ma grand-mère, sur une île. Et on a finalisé ce deal fin novembre. Et donc c'est un souvenir assez marquant que je garderai pour ce jour, d'avoir conclu ce deal dans la petite chaumière de ma grand-mère, en Bretagne, tout seul dans mon coin, à célébrer tout seul dans mon coin avec ma grand-mère, ce deal qui était certainement un des plus structurants qu'on ait eu. C'est marrant. Écoute, moi j'ai signé un bulletin de souscription assez significatif et je m'apprêtais à le signer, comme tu dis, tout seul dans mon coin. Et en fait, j'ai invité plusieurs actionnaires de la société de gestion en visio, juste pendant que je faisais cette signature-là, pour pas le vivre seul. Et c'était marrant aussi. Peut-être un dernier message, une recommandation, un livre, au-delà du rapport d'Avolta que tu conseilles aux entrepreneurs de mettre sur leur chevet, ou tout autre message que tu as envie de faire passer aux gens qui vont écouter ce podcast jusqu'au bout. Écoute, un bouquin, moi j'adore le bouquin de Peter Thiel, 1 to 0, ouais. 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, t'inquiète. qui est issu de son cours à Stanford. C'est un bouquin qu'on a offert, pardon, je te coupe, à tous nos souscripteurs. Les 100 premiers souscripteurs du fonds, on leur a envoyé un petit paquet avec la casquette OVNI, un t-shirt et 0 to 1. Et ce bouquin, franchement, c'est un super petit bouquin, ça se lit super vite et tu comprends quand même bien comment fonctionne l'écosystème avec ce petit bouquin. Après, les conseils, c'est quoi ? Ça prend du temps de faire des opérations, clairement, que ce soit une levée, que ce soit un exit, ça prend quand même du temps. Faut le préparer en avance. Faut être le plus préparé possible. Facile avec une banque d'affaires ou pas, c'est un autre sujet, mais faut être super préparé. En particulier pour les exits, ma reco, c'est vraiment de préparer le terrain, d'avoir des discussions avec des partenaires potentiels qui seront des acquéreurs potentiels de demain, quand même le plus tôt possible. Parce qu'en fait, ça met du temps de créer ces relations et quand tu te vends à une grosse boîte, le plus tu la prépares en amont, le plus tu as discuté avec plein de gens en interne, le plus tu connais cette boîte, le mieux ça va se passer. Et nous, quand on intervient en général, pour que ça se passe bien, il faut que les entrepreneurs aient déjà bien préparé le terrain pour que nous, on puisse activer ensuite toutes ces pistes en fait qui ont été déjà un peu chauffées d'une manière ou d'une autre. Et si c'est pas le cas,
c'est beaucoup plus dur parce qu'on va un peu au hasard, même si nous on connaît l'écosystème, on connaît les acquéreurs, etc. T'as quand même, en fait, tu vois, si je devais te sortir une stat, je crois que j'avais vu ça dans un rapport de Goldman. Il y a un deal sur deux qui se fait en exit. Tu vends une fois sur deux à quelqu'un que tu connais déjà. Bien sûr. Donc le vrai conseil, c'est ça. Il faut absolument. Il faut bien connaître son industrie et effectivement identifier les gens qui seront demain tes acquéreurs potentiels, tout comme un bon entrepreneur qui veut faire un tour de table. Quelques mois avant avoir besoin de faire sa levée, il va aller rencontrer quelques VC, pas forcément donner beaucoup d'infos et tout ça fait partie d'une stratégie un peu de relations publiques, de lobbying, d'influence. Ouais, puis de tester. Voilà, que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur. Exactement. Écoute, Arthur, je suis vraiment ravi d'avoir enregistré cet épisode avec toi. 10 ans qu'on se connaît. Je pense que les 10 prochaines années de la tech française et européenne vont être hyper intéressantes. Ouais. Tu rêves de quoi, toi? C'est quoi Est-ce que tu rêves de 50 licornes? Est-ce que tu rêves des IPO réussis? Qu'est-ce que tu souhaites à cet écosystème tech? Et qu'est-ce que tu aimerais mettre dans ton bilan dans 10 ans? Écoute, ouais, je pense que pour moi, la clé, c'est les IPO. Donc, tout ce que je souhaite à l'écosystème, c'est de débloquer ça. Je suis pas assez un expert pour te dire est-ce que les pouvoirs publics ont quelque chose à faire là-dedans ou non, mais quand je vois tout ce qui a été fait sur la partie early stage, je me dis qu'il y a probablement des choses qui sont à faire dans la partie IPO, ne serait-ce que d'éduquer un peu le marché, de le rendre un peu sexy. Et puis après, je pense que ce sera un peu boule de neige, c'est-à-dire que le jour, j'espère, où il y en aura une première qui va bien fonctionner sur une très belle boîte, sur laquelle les gens comprennent, les gens sont chauds d'investir, et du coup le cours et la valo est pas délirante, donc les cours se pètent pas la gueule. Une fois qu'il y en aura une, je pense que ça peut débloquer un peu la situation. Donc, ce que je nous souhaite, j'espère au moins dans les 5 prochaines années, c'est au moins qu'il y en ait une très grosse. C'est qu'il y ait une locomotive qui montre la voie à tous les autres. C'est comme ça que ça marche. Cool. Eh ben, écoute, merci en tout cas, merci à toi. À titre personnel, de moi m'avoir montré la voie de ce qu'il fallait regarder, ce qu'il fallait étudier pour progresser en tant qu'entrepreneur. Voilà, je le dis pas souvent, mais vraiment, tout le contenu que vous avez fait, si vous l'aviez gardé pour vous, je suis quelqu'un qui aurait pas autant grandi ces dernières années et qui aurait pas aussi bien accompagné les boîtes de son portefeuille. Voilà, à bientôt tout le monde. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, partager sur les réseaux. Toujours ravi, même si ça nous empêche de déjeuner tous les deux, d'enregistrer ces petits shows avec toute l'équipe d'OVNI, Mathieu, Augustin et Thomas. Salut Arthur, à bientôt. Merci, salut.